Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Je suis avec Chloé Nègre, architecte d'intérieur, qui après avoir suivi les cours de l'école Camondo, fait ses classes avec India Madhavi ou au Printemps Haussmann, a ouvert sa propre agence il y a 4 ans et signé de beaux projets tels que l'hôtel Bienvenue, cousin de l'hôtel Panache où nous enregistrons aujourd'hui, le salon de coiffure Delphine Courteil pensé comme un boudoir, ou encore la boutique M de la bien connue Mathilde Lacombe. Alors qui est cette nouvelle architecte qui monte ? Vous allez le savoir dans 35 minutes, ou à peu près à la fin du podcast. Bonjour Chloé. Bonjour Hortense. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'être architecte ? À quel moment de ta vie tu t'es dit que tu allais te tourner vers ce métier ? C'est venu assez tôt. C'est quelque chose que j'ai formulé très précisément, je pense, à l'âge de 7 ou 8 ans. Ah oui. Mais j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est une période où mes parents rénovaient une très vieille maison Renaissance et en même temps faisaient construire une villa en Corse par un architecte qui était un étudiant de Quell, donc sur 2 univers très différents. Et je pense que ça a dû jouer un petit peu quand même à ce moment-là. Et c'est vrai que je l'ai formulé très très tôt. Et t'as jamais changé ? J'ai jamais changé. Alors je disais en intro, tu as fait l'école Camondo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme type d'études ? C'est une école en 5 ans. Je l'ai commencé donc en 2000. Et à l'époque, il y avait assez peu d'écoles pour être architecte d'intérieur. Comme j'avais formulé ce vœu assez tôt, mes parents s'étaient un peu renseignés et m'avaient dit « D'accord, tu veux faire ça, mais à ce moment-là, il faudra que tu fasses une école reconnue, on veut que tu fasses les choses bien. » Et c'était vraiment une des écoles qui était reconnue à ce moment-là. Je pense qu'il y en a quelques autres maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire justement reconnue ? Je pense qu'il y a un niveau reconnu de référence et effectivement, on a quand même pas mal de suivi à la sortie de l'école avec un réseau de professionnels qui sont passés par là. Et donc, ça nous permet d'avoir un accès à la vie professionnelle un peu plus facile, j'ai l'impression. Et alors, comment tu as commencé à travailler ? J'ai commencé au Printemps Haussmann. Il fallait commencer quelque part, donc c'était vraiment une mission très commerciale, très retail. C'était la période où le magasin se rénovait complètement, donc avec des chantiers d'assez grande ampleur, et j'ai passé 1 an et demi là-bas. C'était une bonne façon d'apprendre son métier, je dirais. Je crois que tu as travaillé avec India Madhavi, je le disais en intro. Est-ce que tu as travaillé dans son agence ? Est-ce que tu as travaillé vraiment directement avec elle ? Oui, complètement. Ouais, elle est là tous les jours, presque. Et est-ce que ça aide de faire ces classes chez India Madhavi ? Ça ouvre vraiment des portes ? Ça ouvre des portes et c'est aussi très formateur. C'était vraiment une expérience formidable. J'ai passé, mais on était une équipe assez soudée en plus à ce moment-là, donc c'était vraiment très chouette. Et on passe beaucoup de temps à dessiner, à réfléchir. C'est un univers extrêmement créatif, donc elle nous poussait vraiment à réfléchir d'un point de vue stylistique. Donc c'est vraiment une très bonne façon de compléter son apprentissage du métier. Et ensuite, effectivement, ça permet d'ouvrir des portes parce que les gens ont toujours besoin de savoir un peu d'où vous venez pour vous faire confiance. Donc ça aide forcément un petit peu quand ils peuvent mettre une image sur les projets sur lesquels on a déjà travaillé auparavant. C'est toi qui as voulu aller travailler chez elle ? Oui, j'ai voulu aller travailler chez elle. C'était genre un rêve, il y a beaucoup de monde qui a envie de la rencontrer. Est-ce que c'était... Oui, en fait, quand j'ai quitté le printemps, je cherchais une expérience plus créative. Et à ce moment-là, c'était vraiment la seule personne qui me semblait proposer des intérieurs un peu amusants, assez créatifs et colorés. Et j'ai même postulé 2 fois chez elle. La première fois, je n'ai pas réussi.
Entre-temps, je suis partie faire une expérience de 6 mois en Chine. Et quand je suis revenue, j'étais très têtue, donc j'ai réessayé et cette fois-là, ça a marché. Et je suis restée un peu plus de 4 ans là-bas. Après, tu as créé donc ton agence il y a 4 ans aussi. Pourquoi quand on est architecte, on a envie de créer son agence ? Je suis pas certaine que tout le monde ait envie de créer son agence. Pour moi, c'est plus un tempérament, à un moment d'avoir un besoin d'être indépendant dans sa vie. Moi, j'ai toujours plus ou moins su que je finirais par monter mon agence à un moment. Mais j'avais juste envie d'apprendre mon métier pour pouvoir peut-être, au moment de commencer, avoir accès à des projets un peu plus ambitieux, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans, j'ai senti que c'était le moment et j'ai eu des opportunités, des rencontres qui m'ont dit que c'était le moment de faire ça. Parce que quels sont les différents statuts quand on est architecte ? C'est soit on a son agence, soit on est indépendant, ou c'est la même chose, C'est la même soit chose. on travaille dans une autre agence pour quelqu'un, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et du coup, toi, j'imagine que tu n'es pas toute seule ? Je ne suis plus toute seule, j'ai été toute seule et tu as commencé toute seule ? J'ai commencé toute seule. L'hôtel Bienvenue, je l'ai faite toute seule, vraiment toute seule, avec mon bébé de 3 mois. Ah oui. C'était tout en même temps. C'était super et j'étais sur tous les fronts toute seule, donc c'était vraiment une expérience très très chouette après avoir travaillé dans une agence où on était très nombreux. Mais maintenant, je reviens effectivement, là on est 4 ou 5 au bureau. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs, vous dites pas agence, toi sur le site il y a écrit studio. Il y a une différence ? Oui. C'est juste une question de wording Ouais, c'est une question de wording. Du coup, quand tu as créé cette agence, tu avais déjà un client pour commencer ou tu as dû démarcher ? Non, j'ai eu un client. C'est une opportunité qui s'est présentée. J'ai rencontré Patrizio Micheli de l'agence Aldente, qui est une agence de publicité. Et au départ, même c'est une amie qui travaille avec lui qui m'a dit « il faut absolument que tu le rencontres, on veut faire des nouveaux bureaux, il faut que ce soit super et t'es parfaite pour faire ça ». Et au tout début, je lui ai dit « mais non, je suis pas encore prête, je suis encore salariée ». Et puis elle a insisté, et ça s'est fait, et c'était super. On s'est éclaté à faire ça ensemble. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Adrien, on a fait le Bienvenu, et puis maintenant, il se passe plus de choses, quoi. Et aujourd'hui, tu as besoin encore de démarcher ou... Non, je démarche pas vraiment, non. Même pas. J'ai besoin de... Je pense qu'on a toujours besoin de montrer ce qu'on fait et de communiquer. Ça, c'est assez important. Mais je ne démarche pas directement, non. Alors, tu fais différents types de chantiers, parce que tu as aussi bien fait un hôtel qu'un salon de coiffure. Tu fais pas de particulier, c'est ça ? J'en fais un petit peu. Souvent, ce sont des clients avec qui j'ai fait des projets professionnels qui me demandent d'intervenir chez eux. Mais il y a aussi parfois des particuliers qui me contactent en direct. Et quelle est la différence, du coup, dans la façon d'aborder le travail entre un particulier et un pro ? Je dirais qu'il y a forcément une différence sur l'identité du lieu. Chez un particulier, on doit vraiment coller à l'identité de la personne et répondre à ses besoins, intégrer des éléments qui existent déjà. Donc il y a cette chose-là où effectivement, moi, en plus, c'est souvent ce que je leur dis, c'est que c'est pas moi qui vais dormir chez eux, donc s'il y a des choses qu'ils vraiment n'aiment pas, il faut être très à l'aise. Alors que sur un projet professionnel, on peut aller beaucoup plus loin dans l'identité et s'exprimer différemment. C'est le client qui sait ce qu'il veut ou c'est toi qui l'oriente ? Ça dépend. Souvent, il arrive en sachant ce qu'il veut et puis j'essaye quand même d'orienter un petit peu. Qu'est-ce que tu regardes en premier ou qu'est-ce que tu te dis en premier quand tu arrives dans un lieu ? Comment tu penses un lieu ? Je réfléchis parce qu'il se passe beaucoup de choses quand on La entre. première fois ? Ouais, il se passe beaucoup de choses. En fait, il y a 2 choses qui m'intéressent quand même, parce que même pour des espaces professionnels, c'est le lieu en tant que tel. Et souvent, c'est quand même aussi l'histoire, si c'est une marque, l'histoire de la marque, la personne que j'ai en face de moi, si c'est un jeune entrepreneur qui monte une marque ou quelque chose. C'est un mélange entre les deux, je dirais qu'il y a le lieu, il y a aussi quand même la personne, le client qui m'appelle. Et donc j'essaye de trouver une adéquation entre tout ça. Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question. Mais... Ouais, aussi ça répond d'une certaine manière. Sinon, c'était quel sentiment ou qu'est-ce que tu regardes en premier ?
Est-ce que tu regardes, je sais pas, la lumière, Souvent les détails. Je m'arrête souvent sur le petit bout de plainte qui a été oublié dans un coin et qui a une petite forme toute mignonne. Souvent, je m'arrête sur des détails. Et souvent, quand je conçois mes espaces, je peux commencer par des détails. C'est-à-dire alors Une prise de main, un garde-corps. Parfois, je tisse une petite histoire à partir de peu de choses. L'hôtel Bienvenue, je pense que le départ est parti d'un tissu à fleurs qui est dans une des chambres. Toute l'histoire est partie de là. Je sais pas pourquoi. Et est-ce que tu as justement une méthode type, parce que tes projets donc, sont assez différents, ou c'est différent à chaque fois justement? J'essaye, je pense que ma première méthode, c'est au début de chaque projet, en tout cas, de réussir à me vider complètement la tête et à consacrer un temps qui est nécessaire pour repartir de zéro. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Et ensuite, on a des méthodes de projet, de déroulement de projet d'archi d'intérieur qui sont assez classiques. Et qui sont du coup Qui sont esquisses, plans, APD, DCE, descriptifs, tout ça. Enfin, on rentre vraiment là dans des choses plus techniques du métier d'architecte d'intérieur. Oui, parce que donc tu échanges avec le client, comment il va savoir ce que tu vas faire? C'est ça? C'est les maquettes là dont tu parles, le 3D ou Non, la première, c'est vrai que souvent on est quand même mis en compétition dès le départ. C'est de plus en plus fréquent. Donc on commence toujours par, et je comprends plutôt bien, c'est qu'on va se lancer dans un projet et souvent ce sont des projets qui tiennent vraiment au cœur de mes clients. Donc on commence par, moi j'aime bien raconter une petite histoire avec des images. Donc en général on commence par ça et je m'appuie toujours sur effectivement une histoire que je vais tisser et j'essaie de présenter quelques images pour que les personnes puissent se projeter et un peu plus voir où on va aller par la suite. Mais tu fais des propositions ou t'as carte blanche quand t'as gagné, entre guillemets, le projet? En général, j'ai plutôt carte blanche. Il y a peu de gens qui proposent des choses très précises visuellement. Moi, je m'appuie sur des informations, je dirais, techniques de besoin. Ça, c'est très important pour moi de savoir, par exemple, dans une boutique, quel est le type de clientèle, la quantité de produits vendus, peut-être même les horaires de trafic, ce genre de choses. Donc ça, j'en ai vraiment besoin et plus les clients sont précis, plus j'arrive à avoir une réponse pertinente. Mais après, sur le style, certains parfois me proposent des choses, mais en général, j'essaye de pas trop regarder. Parce qu'ils font appel à toi pour ton style. Pas forcément. Je sais pas si c'est pour mon style. J'imagine que oui, s'ils font appel à moi, c'est qu'ils ont vu des choses qui les ont touchés. Mais je pense qu'ils font appel à moi parce que j'ai une certaine vision qui les intéresse, quoi. Et quelles sont les grandes étapes d'un chantier, justement ? Alors, il y a deux choses, je pense, qui pour moi sont assez distinctes. C'est vraiment la conception. Et d'ailleurs, je le décris toujours dans mes phases, dans mes descriptifs de mission. C'est la conception et le chantier. Donc, il y a toute une partie conception qui est, je dirais, la lune de miel, où on parle d'idées, on présente le projet, on le dessine en détail, donc vraiment de façon au départ un peu générale, et ensuite vraiment très détaillée, puisque moi je vais jusqu'à dessiner du mobilier sur mesure, des détails d'architecture sur mesure. Et ensuite, on a une phase un peu intermédiaire qui est le chiffrage, donc tous les devis, où là, il arrive que parfois on ait besoin de réajuster un peu les dessins avec les artisans pour rentrer dans un budget ou pour se dire qu'on va gagner du temps sur le chantier. Donc il y a cette phase-là. Qui dure combien de temps, cette phase-là ? Qui dure en général, le chiffrage ça peut être un peu long, donc on peut avoir 4 à 5 semaines d'ajustement. Et donc tout ça fait partie de l'étude, et ensuite on a la phase chantier qui est très différente, où là vraiment on confronte nos hypothèses, nos dessins à un lieu, à des ouvriers. On essaye d'avoir anticipé les choses pour que tout se déroule bien, mais il arrive souvent qu'on ait des petites surprises. Oui, il y a beaucoup de changements entre ce que vous aviez décidé et ce qui se passe vraiment ? Normalement, assez peu. Selon les chantiers, selon les projets, le temps d'étude qu'on a eu ou non. Si on a eu beaucoup de temps pour l'étude, en général, on a peu de surprises. Quand on a eu peu de temps pour l'étude, on se retrouve confronté à plus de problématiques. Quel type de surprise, par exemple ?
Par exemple, un truc qui est très fréquent, c'est j'ai prévu de faire sortir la clim et donc une grille qui souvent est pas très jolie à un endroit qui me semble très bien parce qu'on la verra moins. Et puis quand on démolit avant de commencer le chantier, on se rend compte qu'il y a, non, il y a une poutre à cet endroit-là. Donc ça passera pas, donc il faut ajuster, trouver d'autres solutions. C'est toujours très intéressant, mais c'est vrai qu'on a à la fin des petits trucs parfois comme ça où personne ne le voit. Mais nous, on le sait quand on rentre dans la boutique, par exemple. Ah oui. Ouais. Et quel rôle c'est vraiment une question de débutante, je sais pas, quel rôle a un architecte par rapport à un chef de chantier, ce qu'on appelle un chef de... Oui, ça s'appelle chef de chantier. Un pilote de chantier. Oui. Alors, on pourrait faire, par exemple, justement sur l'hôtel Bienvenue, j'étais seule et j'ai vraiment tout fait, donc j'avais toutes les casquettes. J'ai fait les dessins, j'ai fait la conception et ensuite j'étais toutes les semaines sur le chantier avec les entreprises et j'avais vraiment toutes ces casquettes-là. Maintenant, j'ai divisé moi les choses parce que je pense que ma valeur ajoutée est plus dans la conception que dans vraiment le pilotage du chantier directement. Donc j'ai quelqu'un qui travaille avec moi très souvent. Tout dépend des projets, on combine un peu de façon différente. Et le pilote du chantier est vraiment la personne qui fait le lien entre le dessin, donc la conception au départ, et la réalité à la fin. Donc il doit faire en sorte que la fin soit vraiment soit exactement ce qu'est le dessin au départ, et justement trouver ces petites solutions au fur et à mesure, quoi. Et toi, tu vas quand même sur les chantiers ? J'y vais aussi, oui. J'y vais à certains moments importants où justement la personne qui pilote me dit là... on peut pas faire exactement ce qu'on avait prévu. Est-ce que tu peux venir voir pour qu'on trouve une solution ensemble ? J'y vais au début aussi pour, quand on a fait toute la démolition, revoir l'espace, voir s'il y a des choses à rattraper sur nos dessins. Et puis à la fin, la phase vraiment très importante de toute la mise en place, l'installation. Mais c'est vrai que c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que le champ d'action est très très large, quoi. Et ça peut durer combien de temps alors un chantier ? Ça dépend. C'est très variable. C'est ce qui est aussi très amusant, c'est que là, par exemple, je peux commencer un projet pour un corner dans un grand magasin qui doit être fait dans 3 mois, et puis en parallèle, je travaille sur un hôtel qui sera ouvert en 2021. Enfin, c'est vraiment des échelles très très différentes. Alors, comment tu définirais ton style, toi, dans ton travail ? Tu as une signature, est-ce que tu pourrais nous la définir ? C'est une question un peu piège, à laquelle je m'attendais. Ce qui est amusant, c'est que peut-être je commence à percevoir, quand je regarde mon site et que je revois les photos des différents projets, j'ai l'impression de trouver une cohérence, en tout cas, à tout ça. Maintenant, dans mon travail au quotidien, j'aurais du mal à te dire au moment où je suis en train de faire un projet, ah tiens, je vais faire ça parce que c'est le style Chloé Nègre. Je sais que j'ai une sensibilité pour la couleur et j'essaye je me renouvelle en tout cas sur chaque projet. Ça, c'est des vraies volontés. Je fais du mobilier sur mesure, c'est plus, je dirais, dans ce sens-là où je vois, moi, dans mes méthodes de travail, des choses un peu récurrentes. Mais un style, c'est toujours difficile. Est-ce que c'est un peu... est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est d'accord si je te dis que c'est un peu minimaliste et chaleureux en même temps ? Peut-être. Il y a beaucoup de rondeur aussi quand même, tu t'en rends compte ? Oui, ça je m'en rends compte. Parfois j'essaye d'aller contre et puis en fait j'y reviens toujours. Mais ça apporte quoi la rondeur dans un espace ? Alors il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites assez intuitivement quand on dessine. Donc je dirais que sur l'usage, quand je réfléchis à un plan, l'usage est très réfléchi. Maintenant, le style en tant que tel est très intuitif. Donc j'aurais plus de mal à te dire si la rondeur apporte quelque chose. Par contre, je fais très attention à ce que tu vas voir en premier quand tu rentres dans une pièce ou ce genre de choses, mais qui sont des choses que tu vois pas en termes de style. Alors, comme quoi, par exemple ? Justement, à quel détail vous pensez, vous, en tant qu'architecte, que nous, on n'imagine pas ? Alors, je pense qu'on réfléchit à la fluidité des circulations dans un espace et on réfléchit à l'apport de lumière et peut-être aux visions d'ensemble, aux sentiments. Alors, il y a peut-être un truc entre les deux. Par exemple, souvent, on me demande de faire un mur de couleurs. Et je suis un peu allergique à ça parce qu'à chaque fois, j'explique à mes clients qu'un mur de couleurs, moi, j'ai l'impression qu'il va te tomber dessus, alors que créer toute une enveloppe colorée,
ça te permet effectivement de faire quelque chose comme tu décrivais. C'est peut-être ça, le minimal chaleureux. Voilà. C'est un truc comme ça. Et en fait, tu parlais tout à l'heure d'identité. Tu crées des identités pour les lieux. Ça se traduit comment? Ça passe par quoi, en fait? Comment on donne une identité à un lieu? Alors ça, c'est une colle. J'essaye quand même de souvent répondre aussi quelque part à l'identité de mes clients ou de la marque. Par exemple, sur la boutique M, quand j'ai rencontré Mathilde et François, ils avaient une identité de marque qui était déjà existante, qui était très jolie, et un positionnement de marque très fort. Donc j'ai répondu en termes d'espace à une identité qui avait déjà été créée. Donc c'était une chose assez intéressante. Pour le Bienvenu, par exemple, j'ai voulu créer une maison de famille parce que Adrien Glohagen, qui est l'hôtelier, a une vision de l'accueil de ses clients que je trouve très sympathique et chaleureuse. Et en l'occurrence, en plus, il travaille beaucoup en famille. Donc je trouvais que ça répondait aussi à son identité à lui. Donc voilà, donc si tu as ce thème de maison de famille, ça se traduit comment architecturalement? Au Bienvenu, ça s'est traduit par... Ou dans ça la répondait déco aussi à l'échelle du lieu, mais on a un tout petit restaurant qui est plus une salle à manger avec des grands vaisseliers. Dans les chambres, j'ai mis des rideaux à fleurs dans le bâtiment qui est au fond derrière le jardin. Parce que pour moi, c'était la maison de campagne, donc on peut avoir des rideaux à fleurs un peu forts, ou c'est des petites anecdotes comme ça, quoi. Et au final, je suis pas sûre que quelqu'un qui rentre dans l'hôtel se dise « Ah tiens, elle a voulu faire une maison de famille ». Mais moi, en tout cas, ça te permet de construire une histoire et d'avoir un espace un peu cohérent, quoi. Et comment on combine justement créativité, toutes ces idées que tu peux avoir, avec un cahier des charges quand même à respecter? C'est là toute la difficulté. Ouais, mais c'est ce qui rend justement ce métier passionnant, c'est de réussir à confronter les deux. Sinon, je ferais artiste peintre ou je sais pas, je ferais des bols, ce que je finirais peut-être par faire un jour, mais c'est toi, ça. Ton métier, voilà, c'est ça, c'est de répondre, d'avoir des idées, mais... Exactement. Et je trouve que c'est assez important, justement, de réussir à allier les deux et aussi de réussir à créer un espace qui a une identité, qui est reconnaissable, mais qui répond aussi à des contraintes budgétaires, commerciales, techniques, à un planning. Donc souvent, j'explique à mes clients en début de projet il faut que je sache quel est le plus important. Est-ce que c'est vraiment de coller exactement au budget qu'ils me donnent ou est-ce que c'est d'ouvrir à telle date et puis après on essaye de faire au mieux avec ce qu'on peut, ce qui n'est pas toujours hyper évident, mais ça fait partie des contraintes de ce métier et c'est ça qui est passionnant. Et c'est stressant un peu ou pas forcément? Ça fait partie de ton métier? Ça peut être très stressant. Je me suis entourée maintenant, donc c'est pour ça qu'on est 4 ou 5. Ça me permet de déléguer quelques casquettes parce que sinon ça peut être un peu stressant. J'ai vu que tu avais aussi dessiné des meubles. Tu te lances là-dedans ou c'est au cas par cas, tu fais du sur-mesure? Je fais pas mal de sur-mesure dans l'ensemble de mes projets. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est sûrement quelque chose que je développerai à un moment ou à un autre de façon plus, je dirais, plus cadrée. Mais j'aime bien faire ça. Comment tu travailles du coup? Par exemple, j'ai vu une superbe table basse miroir. Là, du coup, il faut que tu aies des fournisseurs. C'est encore un autre pendant de ton métier quand même. Oui. Ça, c'est aussi une partie qui n'est pas évidente, mais qui est passionnante. C'est effectivement de trouver les bons fournisseurs et de réussir à mettre en place des relations de travail un peu pérennes pour pouvoir tester des choses et faire des meubles de qualité. Vous êtes beaucoup d'architectes à Paris. Comment on fait pour sortir son épingle du jeu? Ou est-ce que toi, tu as cherché à sortir ton épingle du jeu? Ou c'est le hasard, le fait que tu aies été sur ces projets-là qui fait que du coup, tu as une petite notoriété? Alors, je pense que j'ai eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance par les quelques rencontres que j'ai faites au début. J'ai rencontré donc ce premier contact, le premier projet que j'ai fait qui était les bureaux d'Aldente, donc Patrizio Micheli et ensuite Adrien Glohagen. Je pense que ce sont deux personnes qui m'ont vraiment aidé en me laissant carte blanche tout de suite
Et ça a permis ensuite d'avoir des projets sur lesquels j'ai pu communiquer. Et puis Julie Revuse, qui est attachée de presse aussi et qui m'a pas mal aidée. C'est vrai que ça change pas mal la donne. Et c'est vrai qu'on est nombreux, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de boulot. Donc je vois pas ça comme une compétition, ou plutôt une compétition rigolote. Oui, il n'y a pas de Si, il y a des compétitions pour des projets. Si, on est souvent les mêmes en compétition en plus, c'est assez Oui, marrant. mais quand vous êtes arrivé à un certain niveau. Peut-être. Ouais, je sais pas ce que c'est un certain niveau, Non, mais oui. Oui, il y a quelques noms qui tournent, effectivement, et on se retrouve toujours un peu... c'est assez drôle. Dans quelle mesure tu conseilles, parce que là on parle de projets professionnels, dans quelle mesure tu conseilles de prendre un architecte pour les particuliers ? Qu'est-ce qu'il apporte un architecte quand on vient d'acheter un appartement, par exemple ? La dernière fois que je viens de faire des travaux chez moi, je me suis dit que j'aurais dû prendre un architecte. Parce il apporte quoi ? Non, moi, c'était pas vraiment sur la réflexion sur l'espace, c'était plus sur le suivi des travaux. Je pense que tout dépend vraiment de l'ampleur des travaux qu'on a à faire. Réfléchir, en tout cas, à l'usage de son appartement sans forcément s'arrêter à des codes qu'on a l'habitude de voir partout, je pense que c'est une chose qui est assez intéressante à faire. Et ensuite... c'est extrêmement chronophage, un chantier, donc je pense que ça permet de déléguer. Ouais, ça permet de déléguer. Et en déco, il y a des tendances, évidemment. Est-ce qu'en architecture, il y en a aussi ? Une façon de penser les volumes, par exemple ? Oui, je pense qu'il y en a, et je pense qu'il y a surtout beaucoup d'idées reçues. Par exemple, maintenant, on nous dit toujours qu'il faut ouvrir toutes les cuisines. Je suis pas trop d'accord avec ça. Souvent, les clients me parlent de choses en termes d'espace avec beaucoup d'idées reçues. Ah, si je casse toutes les cloisons, j'aurais l'impression que c'est plus grand chez moi. Je suis pas certaine de ça, moi. Mais c'est peut-être ça, les tendances en architecture. Quelle tendance alors, du coup ? La cuisine ouverte, la salle de bain... Enfin, on essaye de tout ouvrir, j'ai l'impression, en ce moment. On ouvre aux enfants aussi. Ouais. Après, on peut plus les, on peut plus les dégager. C'est ça, on se retrouve avec les jouets dans le salon. C'est comment chez toi, d'ailleurs ? Là, c'est vide. Tu viens de déménager ? Ouais, je viens de déménager. Et les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc j'ai pas mis en première ligne mes urgences personnelles. Donc c'est un peu vide parce que j'ai dessiné pas mal de mobilier qui est en cours d'étude, même en cours de... J'aimerais bien que la fabrication commence. Et c'est pas hyper décoré chez moi. Pas décoré, mais ça ressemble à quoi ? C'est quel style ? Curieusement, j'ai mis beaucoup de blanc. Parce que peut-être tu mets beaucoup de couleurs dans tes projets, donc ça te fait une pause. Exactement, ça me fait une pause. Est-ce que tu as des boutiques déco que tu aimes ? Où est-ce que tu fais ton shopping quand tu veux acheter un canapé, une bougie, des rideaux ? Est-ce que tu as 2-3 adresses à partager ? Je chine en fait plutôt. Et sinon, effectivement, je dessine sur mesure maintenant. Ça me permet de faire des prototypes, de tester des choses et puis de faire à mon goût, quoi. Tu réponds à tes propres besoins. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Est-ce que tu es sur Instagram ? Et si oui, est-ce qu'il y a des comptes que tu suis qui t'inspirent particulièrement ? Je suis sur Instagram. En fait, ça me sert beaucoup à me mettre à jour. Donc, en fait, je suis à peu près toutes les marques de tissus, papier peint, mobilier, parce que j'ai pas toujours le temps d'aller sur les salons ou d'aller dans leur showroom. Donc, je me tiens informée comme ça. Est-ce qu'il y a un courant ou un designer, voire même, pourquoi pas, un architecte dont tu te sens proche ? Non, ça c'est vraiment une question à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est la question que je redoutais le plus quand j'allais passer un entretien d'embauche. Parce que souvent, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui arrivait. Quel est ton designer préféré ? C'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi. Il y a tellement de choses à la fois. Et puis finalement, je me rends compte que je m'inspire aussi surtout de petits détails du quotidien, de petits accidents, de choses pas signées, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as une pièce fétiche, justement ? Un meuble que tu as chiné, que tu adores ou que... J'en ai plusieurs. J'ai une coupe à fruits que j'ai achetée chez un artisan verrier sur une petite île au Japon, que j'ai achetée là-bas et après je l'ai traînée pendant tout le voyage en espérant ne pas la casser et elle est toujours dans ma cuisine. J'adore ce truc. On va terminer avec les questions à Watt 1000. Alors, question à 4 €, le prix d'une pâtisserie. Tu t'appelles Chloé Nègre et il y a aussi un dessert très connu qu'on n'a plus le droit d'appeler la tête de nègre parce que le mot nègre peut avoir des connotations racistes. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique ?
Figure-toi qu'à l'école, souvent quand on faisait l'appel, les professeurs m'appelaient par mon prénom alors que tous les autres étaient appelés par leur nom de famille. Mais il y a beaucoup de nègres en fait. J'en rencontre pas mal. Question à 1,35 €, le prix d'un paquet de pâtes. Attention, vraiment, elle est très puissante cette question. Tu as travaillé donc pour l'agence Al Dente dont tu as parlé. Alors, est-ce que tu manges tes pâtes cuites ou al dente? Al dente, mais c'est un vrai sujet en famille parce qu'on n'est pas tous d'accord. Question à 170 €, le prix d'une chambre à l'hôtel Bienvenue. Donc, tu as travaillé pour l'hôtel Bienvenue. Pour ce qui est l'écriture du mot bienvenue, c'est parfois un casse-tête. Quand tu dis bienvenue chez moi, tu mets un E à bienvenue ou pas? Aucune idée. Tiens, c'est une vraie question à Wattmill. Bienvenue chez moi. Oui. Non, t'en mets pas. Si, t'en mets un. Si, t'en mets un. Parce que quand c'est une formule d'accueil, c'est au singulier, c'est une allocution, genre bienvenue à Paris. Ouais. Mais quand c'est un adjectif, genre Chloé et Bernard, soyez les bienvenus, on accorde. Tout à fait, T'es très contente bien. Ouais. d'avoir cette Je information. suis très contente et surtout de savoir qu'il faut que je reprenne quelques cours de grammaire. Merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.